ATP et contraction musculaire. Les muscles squelettiques sont ceux qui sont attachés aux os de notre squelette, par exemple les muscles des bras et les muscles des jambes. Exemple, le quadriceps dans la cuisse. Ces muscles squelettiques sont constitués de très grandes cellules qu'on appelle aussi des fibres musculaires. Ces cellules sont particulièrement longues, elles peuvent atteindre jusqu'à 30 cm de longueur. L'observation de ces cellules au microscope permet de repérer des myofibrilles à l'intérieur du cytoplasme des cellules musculaires avec un aspect strié caractéristique. On parle donc de muscles striés squelettiques et de cellules musculaires striées squelettiques. Cet aspect strié suivant la longueur de la myofibrille est dû à une répartition de filaments particuliers qu'on appelle des myofilaments et qui font partie du squelette de la cellule, interne donc à la cellule musculaire striée. Cette organisation est caractéristique de la cellule musculaire. Elle repose donc sur la combinaison de filaments épais qu'on appelle des filaments de myosine. La myosine est une protéine particulière qui se croisent plus ou moins avec des filaments fins qui sont des filaments d'une autre protéine, des filaments d'actine. Chacune des unités répétitives qu'on observe le long de la myofibrille s'appelle des sarcomères et un sarcomère est représenté ici. Il est délimité par deux stries qui sont constituées de molécules protéiques elles aussi, qu'on appelle des stries Z. Le cœur du sarcomère apparaît en microscopie plus sombre, c'est ce qu'on appelle la bande A. Dans l'état qui est dessiné ici, c'est un état relâché du sarcomère. La bande A correspond à une superposition de myosine en bleu et d'actine en rouge. Cette bande A ici est verticale. Il y a aussi sur les côtés ici des zones où il n'y a pas de superposition d'actine et de myosine, mais uniquement des filaments fins d'actine qui donnent en microscopie un aspect plus clair et qui correspond à ce qu'on appelle la bande ou le disque I. Une bande I est donc à cheval sur un sarcomère et son voisin, puisqu'ici à gauche et à droite, on a d'autres sarcomères, comme c'est représenté ici, à l'échelle de la myofibrille entière. À l'état relâché, la longueur d'un sarcomère est d'environ 2 micromètres. Ce sarcomère est capable de se contracter. Au cours de la contraction musculaire, on va observer un coulissage des myofilaments les uns par rapport aux autres et donc un rapprochement des deux stries Z qui délimitent un seul sarcomère. Vous remarquez ici que la longueur des filaments épais de myosine étant constante, c'est la longueur de la bande A, la longueur A ne varie pas. En revanche, donc, la longueur des disques I va diminuer au fur et à mesure que les myofilaments coulissent les uns par rapport aux autres. Et si les stries Z de chaque sarcomère les uns à la suite des autres se rapprochent les unes des autres, alors au total, on aura un myofilament plus court et un muscle qui va passer de l'état relâché, plutôt long, à l'état contracté, plutôt court. Alors on va voir en détail comment se passe cette contraction. Ici sont représentés en rouge à nouveau les filaments fins d'actine et en bleu les myofilaments épais de myosine. Au cours de la contraction, les myofilaments fins et épais vont s'attacher temporairement l'un à l'autre. Cet attachement qui va permettre le coulissage nécessite la présence d'ATP qui va être hydrolysé juste avant que les filaments bougent l'un par rapport à l'autre. Au départ, la molécule de myosine est liée par ce qu'on appelle les têtes de myosine à une molécule d'ATP. Cette molécule d'ATP est hydrolysée, c'est-à-dire découpée en de l'ADP et du phosphate inorganique par les têtes de myosine. Ce découpage va permettre d'activer la molécule de myosine qui, dans un second temps, va libérer son phosphate inorganique et adopter alors une conformation qui lui permet de s'attacher temporairement à un cran, à un endroit précis du myofilament fin d'actine. À ce moment-là, les deux myofilaments sont donc liés l'un à l'autre, cette liaison est temporaire, et par ailleurs, la myosine est toujours liée à de l'ADP. Cette liaison débouche sur un mouvement réel, c'est-à-dire un coulissage. Ici, dans le schéma, le myofilament fin va se déplacer légèrement vers la gauche et le myofilament épais vers la droite. En réalité, ce coulissage est rendu possible par la bascule de la tête de myosine qui change d'angle dans sa relation à l'actine. Elle passe d'un angle comme ceci à un angle comme ceci. Donc c'est un mouvement relatif, en réalité, c'est la myosine qui coulisse le long
du myofilament fin. Par des mouvements successifs répétés identiques à celui-ci, on va avoir un raccourcissement progressif du sarcomère. Dans la dernière étape, la molécule d'ADP va être libérée, cela va déclencher le décrochage du myofilament fin et du myofilament épais, et de l'ATP viendra reprendre la place de l'ATP au sein de la molécule de myosine. Un nouveau cycle pourra à nouveau se produire, et à ce moment-là, la tête de myosine, dans le cycle suivant, viendra s'attacher un petit peu plus loin sur la molécule d'actine. De proche, en s'attachant successivement aux différentes zones de la molécule d'actine, la myosine va coulisser petit à petit et faire raccourcir le sarcomère dans sa longueur. La longueur L2 représentée ici est donc inférieure à la longueur L1. On voit que tout ce cycle nécessite donc une forte consommation d'ATP. Tout le challenge pour la cellule musculaire est donc de régénérer en permanence son ATP. En effet, une cellule ne possède pas de stock d'ATP, elle a besoin au fur et à mesure de son effort de reconstituer son ATP. Pour les efforts musculaires les plus courts, les plus brefs, l'ATP va être régénéré à partir du stock de phosphocréatine qui va fournir son phosphate pour régénérer de l'ATP à partir d'ADP et de ce phosphate. Ça concerne des efforts de quelques secondes, donc les efforts musculaires les plus brefs qui sont souvent aussi les plus violents. Par exemple, un effort d'haltérophile. Si l'effort est un petit peu plus long, quelques secondes, quelques dizaines de secondes, voire une minute, l'ATP va être régénéré par le mécanisme de fermentation lactique. En effet, les cellules musculaires sont capables de fermenter, mais elles vont produire alors de l'acide lactique qui est responsable de la fatigue musculaire, des crampes et des courbatures. C'est donc un mécanisme qui permet de régénérer un petit peu d'ATP, mais qui n'est pas durable dans le temps. Le troisième mécanisme le plus efficace et le plus efficace surtout à long terme, c'est le mécanisme de respiration cellulaire, au cours duquel la cellule va réaliser la production de 36 molécules d'ATP par glucose oxydé, ce qui lui permettra d'avoir une régénération plus longue de l'ATP et de fournir un effort musculaire, donc une contraction des sarcomères, de façon plus durable.